Bonjour et bienvenue dans l'entretien d'Hérémie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Mamadou Kalilouba. Mamadou Kalilouba, bonjour et bienvenue sur RMIinfo.com. Bonjour, monsieur Van. Alors, vous êtes au cœur d'une polémique depuis 2 jours ou 3 jours, je vais dire. On va y revenir tout au long de cette interview, mais tout d'abord, on va apprendre à mieux faire connaissance avec vous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Nouakchott El Asriya. Vous êtes aussi écrivain et critique littéraire. Et vous coordonnez plusieurs recherches académiques. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même aux téléspectateurs de RMI Info? Ce n'est jamais simple de s'auto-présenter, mais je vais essayer. Vous l'avez déjà dit, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nouakchott, le grade professeur habilité à diriger des recherches. Et je suis en poste à l'Université de Nouakchott depuis 2005, où j'ai été recruté comme maître de conf. Après, j'ai fait une habilitation à diriger des recherches en France. J'ai soutenu mes travaux d'habilitation en 2012 à l'Université Jean Jaurès de Toulouse, le Mirail, et vous l'avez également dit, je coordonne le master de lettres modernes francophones et j'ai dirigé jusqu'au mois de mars passé le groupe de recherche en littérature africaine, ce qui m'a donc permis de diriger et co-diriger plusieurs ouvrages critiques. Et enfin, à mes heures perdues, je suis également romancier. J'ai publié mon premier roman en 2016, dont le titre c'est La Résistance pacifique, aux éditions L'Harmattan, et le deuxième qui vient de paraître il y a de cela quelques mois, Les Remparts de l'Espérance, aux éditions Lettres de Renaissance, paru donc en décembre 2020. Voilà pour la présentation. Je rappelle que voilà, depuis 2 jours, une de vos publications Facebook a suscité une grosse polémique sur les réseaux sociaux, notamment en Mauritanie, puisque ça a été repris par le journaliste Hassan Lebat, pour ne pas le nommer. Je rappelle qu'Hassan Lebat également sera invité à cette émission l'entretien d'Hérémie. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette publication et nous éclairer un peu le fond de votre pensée, mais avant d'en arriver là, comment est-ce que vous le vivez vous-même aujourd'hui avec tout le tollé que ça a suscité? J'ai été surpris. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été surpris par l'ampleur qu'a prise cet écrit, parce que en général, je suis plutôt prolixe, mais là, c'était vraiment un petit post de quelques lignes où je disais qu'il y avait une similarité de parcours historique entre les peuples juifs et le peuple peul. Et que les juifs, donc, sont partis de leur bercail historique et se sont retrouvés un peu ballottés ça et là à travers les continents, à travers plusieurs espaces, confrontés à des oppressions multiformes. Et que ce fut également le cas pour les Peuls. Mais sauf que les Juifs, après, ils ont réussi, après, à travers ce parcours-là, à faire preuve d'une certaine résilience qui force le respect. Voilà un peu l'idée que j'avais émise. Et alors, un peu comme cela dans le poste, parce que j'ai l'habitude de temps en temps de faire de petites publications de ce type-là sur ma page Facebook. Donc, je l'ai fait comme cela. Et à ma grande surprise, je crois, à peine quelques heures après, quelqu'un m'a envoyé dans ma page, m'a envoyé sur mon WhatsApp une photo avec une photo de moi avec un petit texte traduit en arabe pour me dire, voilà ce qui depuis plusieurs heures fait les choux gras dans les médias arabophones mauritaniens. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est toi qui l'aurais publié sur ta page Facebook. Ça a été traduit par Hassan Lebat et envoyé dans tous les sites à ton insu. Et je ne comprenais pas. Pourquoi? Et je me suis dit, mais quel intérêt Hassan Lebat a à prendre quelque chose sur ma page Facebook alors qu'il m'avait exclu de ses amis, sans que je sache d'ailleurs pourquoi, et à aller le traduire lui-même. Et dans sa traduction, il a sciemment altéré mon propos parce que j'ai demandé à mes amis arabophones de me dire un peu qu'est-ce qu'il a écrit.
Et j'ai même vu dans un post en français qu'il a publié ailleurs où il a utilisé le mot de... Moi, quand je parle de résilience, lui, il parle de flexibilité. J'ai donc tout de suite compris que l'intention première de ce Hassan Lebat était fondamentalement de me nuire. Et il avait presque réussi à déclencher une campagne d'une rare violence contre moi et à amener tous pratiquement à penser, en procédant par un glissement volontaire de mon point de vue, en amenant les gens à penser que dans mon poste, mon intention était de m'associer à l'État d'Israël et de refuser toute empathie au peuple palestinien et à sa cause, et que quelque part, je cautionnais un peu les violences perpétrées par l'État d'Israël sur le peuple palestinien. Alors, monsieur, soyons clairs un peu. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ici que vos propos ont été déformés lors de notre traduction dans la langue arabe et que vous faites bien le distinguo entre les Juifs d'une part, l'État israélien d'une part, et peut-être le projet, comment dire, de la création de l'État d'Israël d'autre part? Mais évidemment que je ne fais pas du tout l'amalgame entre le peuple juif en tant que tel et l'État d'Israël forgé sur la base d'une idéologie que l'on appelle le sionisme, oui, qui, à partir de ce moment-là, est responsable de toute l'oppression qui s'abat sur le peuple palestinien. Je n'ai jamais voulu faire cet amalgame-là, mais cet amalgame a été fait sciemment par Hassan Oul-Lebat pour amener justement la rue mauritanienne qui est en ce moment en ébullition, pour l'amener à me percevoir comme étant un peu, même pas un juif, mais à me percevoir comme étant un pion de l'État d'Israël. Fondamentalement, c'était ça son objectif. Et naturellement, malheureusement, c'est cela, je le regrette depuis l'affaire Oulm Taytir et avant, depuis également l'affaire Biram, j'ai l'habitude de dire aux jeunes Mauritaniens, arrêtez simplement parce qu'un gourou quelque part, que ce gourou soit barbu ou qu'il soit rasé, parce que simplement il vous envoie une communication pour vous dire X a dit, X a pensé, eh bien, et vous décidez alors de juger la personne et de la condamner à mort. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, il y a même eu des appels au meurtre sur ma personne. Et donc, après, naturellement, j'ai été amené à lui à faire face, parce que je ne suis pas du genre qui se dégonfle simplement parce qu'un journaleux habitué d'ailleurs à diffamer les gens, à diffamer les gens, puis parce qu'il a été condamné il n'y a pas longtemps. Condamné? Il n'a pas été condamné. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre lui et puis ça a été retiré puis que les affaires ont été réglées à l'amiable. Oui, ouais. Pratiquement. Mais quelque part, il a échappé de justesse à la condamnation, mais il a fini par s'excuser alors parce qu'il a attaqué le chef du patronat mauritanien sans aucune preuve. Et c'est un peu ce qu'il... Mais là, pour mon cas, il a essayé de dénaturer mon propos. Et bien, enfin, que certains m'ont dit d'appeler au calme. J'ai dit non, ce n'est pas à moi d'appeler au calme. Et je ne vais pas me terrer, je ne vais pas me mettre à trembloter parce que Hassan Lebat a décidé de mobiliser la rue mauritanienne contre ma personne et parce que quelques illuminés quelque part se sont mis à proférer des menaces, etc. Ce n'est pas mon genre de... Je fais face et j'ai fait face. Mais encore une fois, il n'y a pas de quoi tuer une mouche. Et il y en a qui pensent que systématiquement, je dois nécessairement épouser la cause palestinienne. Je n'épouse pas la cause palestinienne pour les beaux yeux de qui que ce soit. J'épouse la cause palestinienne parce que c'est une cause juste et non pas parce que épouser parce que c'est une obligation. Je ne me sens obligé d'épouser aucune cause. Si je dois défendre, je défends ma propre cause. Mais j'ai toujours été du côté de la justice contre toutes les formes d'injustice. Et je pense que le peuple palestinien subit le martyre, non pas du peuple israélien,
mais ils subissent le martyre à cause de l'État israélien. Et je fais une distinction claire. Vous faites un parallèle entre les trajectoires des Juifs et des Peuls. Est-ce c'est parce que ils ont, en tout cas, ces deux peuples ont vécu le traumatisme, ou bien c'est parce que aussi certaines personnes prêtent aux Peuls des origines sémites? Mais pour les deux raisons, justement. D'abord, au niveau des origines, toute une tradition orale, vous êtes Peul, moi également, toute une tradition orale renvoie à l'origine des Peuls. Pour certains s'arrêtent seulement à l'Égypte du temps des pharaons. D'autres remontent jusqu'au Moyen-Orient, voire même jusqu'au Yémen. Et fondamentalement, ils sont venus de cette région moyen-orientale. Et ça, c'est pratiquement, je suis le dernier à le dire. De nombreux historiens, dont El Haj Mahmoud Ba, Amadou Hampate Ba et bien d'autres, ont eu à faire des affirmations de ce type-là. Donc, ça, c'est pour les Peuls. Donc, ils sont partis de là pour entrer dans l'Afrique et se propager pratiquement d'un bout à l'autre du continent, en tout cas de la Mauritanie actuelle jusqu'au Nigeria, voire même jusqu'au Cameroun. Là-bas, les Peuls du Cameroun, du Bénin, etc., on appelle cette région aujourd'hui les Peuls de l'Adamawa. Eh bien, mais avant, il y a les Peuls du Fouta Toro, vous et moi, nous appartenons à ce terreau-là, de la Guinée, c'est le Fouta Djallon, et puis à côté, vous avez le Fouta Massina au Mali. Et après, naturellement, il y a eu plusieurs séquences de migration. Donc, ceux du Fouta Toro vont partir en Guinée. Ensuite, il y a eu la dernière migration, c'est celle avec El Hadj Matal. Et après qui va se propager jusqu'au Burkina Faso et maintenant au Soudan, etc. etc. Les Peuls sont estimés à plus de 45 millions de personnes à travers l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont pratiquement partout. En tout cas, du Sahara occidental au fin du Cameroun. Alors, et à travers cela, je vous renvoie à l'ouvrage de Thierno Moule Nembo, Peul de Thierno Moule Nembo. Il revient un peu sur ces différents cheminements-là. Ils ont traversé plusieurs peuples, ils ont eu à subir plusieurs guerres. Et aujourd'hui encore, les communautés Peul se retrouvent opprimées, ça et là, dans plusieurs États à la fois. Vous n'êtes pas sans le savoir. Le Mali, c'est la partie la plus récente. Au Burkina Faso, avant c'était la Mauritanie, et cela pratiquement au Nigeria, vous en avez entendu parler, au Cameroun, etc. etc. Et les Juifs sont partis également du Moyen-Orient et ils se sont éparpillés pratiquement du Moyen-Orient d'un bout à l'autre de l'Europe. Et même naturellement dans certaines parties asiatiques, et récemment à partir du 15e siècle jusqu'aux États-Unis, dans le continent américain. Et on sait également que les Juifs ont subi le martyre de tout point de vue, dont le dernier est la Shoah qu'ils ont connue à partir de 1945, perpétrée par le nazisme d'Hitler. Mais avant cela, parce qu'on se focalise toujours sur la Shoah, mais avant cela, les Juifs ils ont subi partout des formes d'oppression. Jusqu'à le retour sous l'appel d'un certain Jabotinsky, le retour donc en Palestine. Ça, c'est l'histoire qui le dit. Donc, il y a une similarité de parcours, similarité des origines, mais également similarité des parcours. Mais ce qui, encore une fois, ne m'amène nullement à penser que l'État d'Israël, qui résulte un peu de ce cheminement-là, donc qui correspond à la dimension politique et à l'incarnation donc du sionisme, eh bien, a approuvé ce que fait cet État israélien-là sur le peuple de Palestine. Il va de soi que le peuple palestinien subit aujourd'hui le martyre, et je suis appartenant moi-même à une communauté qui a été génocidée et qui a subi le martyre, qui continue de le subir, hélas. Eh bien, je suis très sensible à ce que subissent les Palestiniens. D'ailleurs, j'ai l'habitude en général de dire que nous-mêmes, nous sommes les Palestiniens, pas des Palestiniens de la Mauritanie. Donc, il est hors de question que je ne sois pas sensible à cette cause-là. Mais je refuse que l'on utilise du terrorisme intellectuel pour m'imposer quoi que ce soit.
Monsieur Ba, le contexte quand même, il parle. Une fois que vous faites ce parallèle entre les Peuls, les Juifs, et dans un contexte où on sait que voilà, les événements au Proche-Orient ne sont pas simples, le peuple mauritanien, en tout cas dans son ensemble, en tout cas dans son aspect le plus parlant, se revendique parfois, ou en tout cas se sent de ce soutien comment dire, de la cause palestinienne. Est-ce que votre publication elle était la bienvenue? Est-ce que votre publication n'était pas un peu provocatrice? Elle peut être perçue, et d'ailleurs elle a été perçue par une bonne partie de l'opinion mauritanienne comme étant une forme de provocation par les temps qui courent. Peut-être que je n'aurais pas dû la faire en ce moment, peut-être bien, mais je l'ai faite. En tout cas, je n'ai pas, il y a dans le contenu de ce que j'ai écrit, il n'y a pas de quoi tuer une mouche. Je n'ai jamais renié la justesse de la cause palestinienne, des Palestiniens qui se battent pour leurs droits, pour l'égalité, etc. Je ne l'ai jamais renié. Peut-être bien que ça peut sonner comme de la provocation, mais bon, vous savez, la provocation également relève quelque part d'un droit fondamental d'expression. Cela relève également de la liberté d'expression. Mais on ne voit que quand Ba fait un posting que l'on juge inopportun, c'est de la provocation. Toute la Mauritanie, plus de 30 000 personnes, toute la classe politique s'érige contre moi. Mais il y a eu pourtant pire que cela. Des intellectuels mauritaniens, dont certains même sont des collègues, ont eu à publier ici des contenus insultants à l'endroit d'une partie des Mauritaniens, mais personne n'y a trouvé quelque chose à redire. C'est quoi cette indignation sélective? Lorsque c'était moi, cadre Peul, négro-africain, je publie quelque chose, quand bien même ça ressemblerait à de la provocation, il y a levée de bouclier, des appels au meurtre, alors qu'à longueur de journée, de l'autre côté, des gens font ce qu'ils veulent, ils insultent des négro-africains, ils insultent des peuples de Mauritanie. À la limite, moi, j'ai émis un avis sur un pays qui est situé à plus de 5000 km de la Mauritanie. Mon avis n'a aucune incidence sur l'enjeu de la politique israélo-palestinienne. Aucune incidence. Vous avez des gens qui insultent les négro-africains à longueur de journée, qui vont jusqu'à dire que les négro-africains ne sont pas des Mauritaniens. Mais ça ne fait bouger personne. Tous ceux qui ont eu à s'exprimer sur cette question-là, je leur dis où est-ce que vous étiez lorsque tous les racistes qui se sont exprimés récemment et qui se sont mis à attaquer des composantes nationales, où est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Ils n'ont pas piqué les mots. Il faut que ça s'arrête, cette indignation sélective. En tout cas, on aura compris votre point de vue, Monsieur Ba. On a envie de poursuivre encore plus loin dans cette interview. En tout cas, dans la littérature classique, on retrouve des traces qui attribuent les Peuls des origines sémites, on en a parlé, mais aussi des origines arabes. Vous qui êtes professeur de littérature, quelle lecture ou quelle dichotomie faites-vous, en tout cas, de ces deux penchants? Alors, sur la question des origines, mon point de vue sera plutôt, je vais plutôt l'emprunter à Amadou Hampâté Bâ. Amadou Hampâté Bâ, le philosophe africain d'origine malienne, donc, qui a publié plusieurs ouvrages. Alors, dans son ouvrage intitulé Amkoulel, donc Amadou Hampâté Bâ nous confie qu'il a eu à mener pendant plusieurs années des recherches sur les origines des peuples, mais qu'il n'a jamais réussi à situer avec exactitude l'origine de ce peuple-là. Et enfin, il finit par nous dire qu'il a fini par se rabattre sur les définitions. Qu'est-ce que c'est que le peuple? Et que la définition la plus adéquate qui lui a été donnée de l'Homo peulanus est celle que lui a confiée un vieux Bambara. Parce que les Bambara, vous savez, ont cohabité pendant très très longtemps avec les peuples. Celui-là lui a dit, et je cite Amkoulel de Amadou Hampâté Bâ, les Peuls sont en surprenant mélange. Fleuve blanc au pays des eaux noires, fleuve noir au pays des eaux blanches. C'est un peuple énigmatique que de capricieux tourbillons ont enlevé du soleil levant, éparpillé de l'est à l'ouest, presque par fin de citation.
Alors, j'explique un peu. Alors, quand il dit les peuples sont en surprenant mélange parce qu'on le voit. Vous retrouverez, c'est un des rares peuples où vous allez trouver dans une famille des gens qui sont presque blancs et d'autres qui sont totalement noirs, dans la même famille. Et cela est certainement lié à la trajectoire millénaire des peuples à travers, et cela du Moyen-Orient vers le confin de l'Afrique. Ils se sont métissés depuis les pharaons. Parce que l'un des pharaons d'Égypte avait épousé une femme peul. Et cela jusqu'au confin de l'Afrique. Et donc, ils sont d'origine probablement sémite. Ils sont mariés avec les Arabes et bien d'autres peuples, blancs. Et enfin, ils se sont également métissés avec des peuples mélanodermes. Et donc, et enfin, quand il dit fleuve blanc au pays des eaux noires, fleuve noir au pays des eaux blancs, il veut dire que quand les peuples, effectivement, quand ils cohabitent avec les autres négro-africains, ceux-là ont tendance à les décrire, à les indexer un peu comme des blancs. Et quand ils cohabitent avec des blancs, ceux-là ont tendance à les considérer comme étant négro-africains. Et enfin, c'est un peuple que de capricieux tourbillons enlevés du soleil levant. Vous voyez là, quand tu parles de soleil levant, c'est de l'est céleste. Hein? Et éparpillés presque partout, effectivement, en ce moment, on les retrouve. Au tout début de mon intervention, je vous ai dit qu'on les retrouvait pratiquement dans 14 à 16 pays en Afrique. Et voilà ce que je peux dire. Alors, sur ce que je sais. En tout cas, on aura compris sur, en tout cas, votre point de vue sur les origines peules, qu'elles soient sémites ou arabes ou en tout cas très mélangées. On aura compris que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour aussi le sage du Bandiagara, à savoir Amadou Hampadiba. Alors, Hassan Lebat, pour ne pas le nommer lui encore, avait suggéré aux étudiants de boycotter tout simplement votre cours. Alors, est-ce que vos cours se passent bien? Ben, écoute, mes cours se passent parfaitement bien. Ce matin, sur mon emploi de temps, c'est une journée recherche parce que, vous savez, les universités, ça s'organise. Quand on est enseignant-chercheur, vous organisez un peu, vous faites de sorte à libérer 1 ou 2 jours consacrés à la recherche. Donc, je suis allé au bureau où j'ai fait mes travaux, j'ai poursuivi tranquillement mes travaux de recherche. Demain, je serai en salle et je ferai mes cours comme d'habitude. Et il n'y a pas de raison que ça change. Je sais que ces petits appels haineux de journalistes situés au-delà de l'Atlantique ne vont pas être entendus par mes étudiants. Et j'ai bien l'intention d'aller demain de faire mon cours comme d'habitude. Et puis voilà. En tout cas, on aura compris également votre point de vue. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, en tout cas, vous avez évoqué ici votre sensibilité pour la justice et notamment votre sensibilité pour la justice d'où qu'elle soit, que ce soit en Mauritanie ou en Palestine. Quelle lecture faites-vous de la solidarité des Mauritaniens pour la cause palestinienne? Alors, j'avoue qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Une bonne partie de nos compatriotes, dès l'instant où il y a le moindre incident en Palestine, ils sortent tous dans la rue, appelés naturellement par des gens comme Hassan Ould Lebat ou d'autres barbus et autres idéologues, pour manifester, pour soutenir la cause palestinienne. C'est bien, c'est même très bien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, sous leur nez et leur barbe, lorsque leurs compatriotes négro-africains sortent parce qu'ils sont confrontés à des problèmes d'enrôlement, sortent parce qu'ils sont confrontés à des problèmes d'esclavage, pour manifester, vous n'allez jamais les voir épouser cette cause-là. L'impression que j'ai, moi, en tant que peuple de Mauritanie, en tant que négro-africain, c'est que mes compatriotes maures considèrent que le Palestinien leur est plus proche simplement parce qu'il est arabe, alors que parmi les Palestiniens, il y a des Juifs, il y a des chrétiens. Moi qui suis leur compatriote, qui vis avec eux dans le même pays,
Et cela de génération en génération. J'ai beau être musulman, j'ai beau être leur voisin immédiat, ce qui me touche ne les intéresse pas. Et ça, je ne trouve pas ça acceptable. Lorsqu'il y a un problème d'esclavage et que les Arabes et les Négro-Africains sortent pour dénoncer le cas de l'esclavage, vous les y voyez très, très rarement. Lorsque touche pas ma nationalité ou pour d'autres raisons, pour les problèmes de langue, les Négro-Africains sortent, c'est des causes justes pourtant, mais là, vous ne les voyez. Alors, ils considèrent donc que le Palestinien qui est situé à des milliers de kilomètres d'ici, simplement parce que celui-là, c'est un arabe, comme eux, eh bien, sa cause est plus importante que leur compatriote négro-africain qui vit avec eux dans le même pays, qui est musulman comme eux. Cela ne les intéresse pas. Je crois qu'ils doivent également observer dans ce sens-là. Monsieur Ba, j'ai envie de vous répliquer que au-delà des Palestiniens, il y a le Palestinien qui est soutenu pour sa cause juste pour justement qu'il puisse bénéficier de sa terre, mais il y a également le symbole religieux que représente la mosquée Al-Quds. Est-ce que ce n'est pas aussi ce symbole religieux qui donne l'argument à beaucoup de Mauritaniens aussi pour soutenir la cause palestinienne, ces Mauritaniens musulmans? Mais pour moi, le problème palestinien n'est pas un problème religieux. Il n'a rien à voir avec la religion. Parce que, M. Wan, parmi les Palestiniens, il y a des chrétiens. Parmi les Palestiniens, il y a des juifs. Et je vous rappelle que de l'autre côté, en face, 20% de la population israélienne est arabe. Et parmi ces arabes, il y a beaucoup de musulmans, mais il y a également des chrétiens, il y a même des juifs. Donc finalement, où est le problème religieux? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une instrumentalisation de la religion. Et je comprends, c'est peut-être de bonne guerre que quand les musulmans sont beaucoup plus nombreux que les arabes. Donc, présenter le problème palestinien comme étant un problème de l'islam permet de mobiliser davantage pour la cause palestinienne. Mais voilà la réalité. Et cette réalité-là, on ne veut pas la dire. Et quand des intellectuels honnêtes le disent, on dit. Mais si c'est un problème purement religieux, comme vous dites, mais j'ai dit, le musulman doit considérer le musulman qui est son voisin comme étant son frère. Donc moi, je suis censé être plus frère du Maure mauritanien, du Mauritanien arabe, que ne doit l'être le Palestinien par rapport à celui-là, parce que je suis son frère. Si la Mauritanie est attaquée aujourd'hui, nous sommes tous attaqués. S'il y a le feu dans notre maison, le feu nous touche, nous tous. Mais non, c'est ça, je crois qu'il est important que les Mauritaniens revoient cette question-là. Et après, naturellement, voilà, pour le reste, je comprends très bien l'instrumentalisation derrière cela. Mais ça je ne le comprends pas. Je le dis honnêtement, je ne le comprends pas. Merci, Monsieur Ba. Juste une dernière question pour finir. Combien de messages avez-vous reçus ces 2 derniers jours? Oh, Monsieur Wan, je ne peux même pas compter. Un de mes amis sur Facebook me disait qu'il a comptabilisé, ce matin, il me disait qu'il avait comptabilisé plus de 30 000 tweets portant sur le contenu de mon message, 30 000 tweets arabophones, et que l'écrasante majorité développait une animosité à mon endroit sans avoir même lu ce que j'ai écrit. Et quelques heures après, il m'a dit que c'est passé même à 60 000. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne compte pas. Mais parce que pour moi, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est que ce que tout le monde doit savoir, c'est que j'ai bien l'intention d'exercer et de continuer à exercer ma liberté d'expression qui m'est garantie par l'article 10 de la Constitution. Et ça, ce n'est pas du tout négociable. Et je fais très attention à ne pas blesser les gens gratuitement, mais ma liberté d'expression n'est pas négociable. Et qu'un petit journaliste comme Hassan Boulebbat se permette d'appeler derrière à des manifestations, au boycott de mes cours, voire même au meurtre, à favoriser des appels au meurtre, ça ne me fait ni chaud ni froid. Merci, M. Ba. Je rappelle que votre dernier ouvrage
et s'intitule Les remparts de l'espérance. On aura en tout cas compris et entendu votre point de vue. Nous invitons tout le monde en tout cas à écouter et à comprendre votre point de vue pour comprendre aussi d'où vous parlez et surtout ce que vous dites pour voilà, être tout à fait équitable. Hassan Delbas sera également invité à cette émission. En tout cas, l'invitation lui est déjà parvenue. Et puis voilà, donc dès qu'il acceptera, dès qu'il voudra, une émission sera organisée en ce sens. Monsieur Ba, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bon vent. Merci beaucoup, monsieur Owen. Bonne journée à vous.